l'épisode 4 de la saison 2 des Serial Causers. Tom, qui est parmi nous à nouveau, va nous présenter nos invités. Aujourd'hui, donc, c'est la formule. On va parler des tendances à la télé. Et j'ai toujours avec moi Jean-Maxime de Allociné et de season0.com. Bonjour. Il écrit pour les plus mathématiques. C'est Stéphane. Bonjour. C'est sa 3e émission. Ça va, Ça va, je te me sens plais bien, ouais. Elle parle de séries toujours avec passion. Elle va vous dire bonjour aussi avec passion. C'est Alix du Daily Mars. Bonjour. Et on va parler donc Shondaland, la société de production de Shonda Rhimes, qui produit Scandal, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder et aussi Private Practice, la bonne époque. Oui. Donc je me tourne vers Jean-Maxime. Si on te dit Shonda Rhimes, pour toi, c'est quoi? C'est le succès? C'est des bonnes séries? C'est des séries surestimées? Qu'est-ce que c'est? C'est la reine de la télévision, déjà. La reine du jeudi soir aussi. C'est une productrice très maligne, avant tout, qui a su réadapter le soap à sa manière. Et voilà. Première fois. On va dire beaucoup soap dans cette émission. Et puis, c'est une femme qui a beaucoup aidé à faire évoluer la télévision quand même, au niveau des minorités et des sujets traités aussi. Je pense qu'elle a laissé une empreinte. Alors, comment tu résumes, Stéphane, Shonda Rhimes, les séries de Shonda Rhimes? Est-ce que c'est des soaps aussi, comme Jean-Maxime le dit? Oui, mais moi, ce que je la définirais d'abord, c'est elle me fait pleurer. Voilà. Mais comme beaucoup de séries, mais surtout avec elle, que ce soit principalement Grey's Anatomy et Private Practice, qui en son temps, le bon temps, m'a fait pleurer quasiment tous les épisodes. Hein, tu confirmes? Ça me fait beaucoup moins avec Scandal et encore moins avec Murder, mais voilà. Donc ouais, c'est quelqu'un qui sait toucher le spectateur. Et qui fait rire aussi. Qui fait rire aussi. Surtout oui aussi, que ce soit Grey's Anatomy et Private Practice, on en rit beaucoup aussi. C'est aussi assez léger, quand ça veut être léger, ça peut être. Comme pour toi, elles sont vraiment pas toutes au même niveau, les séries de Shonda. Ah non, moi je peux les classer très facilement. Ah, vas-y. Allez, Grey's Anatomy au-dessus, Private Practice, Scandal et Murder. Alors je tiens juste à dire, j'ai exactement le même classement. Pour le dire, voilà. Même après 12 saisons de Grey's Anatomy? Ouais, même... ouais. Non mais Grey's Anatomy reste dessus parce qu'elle arrive, c'est la seule qui arrive à se renouveler assez facilement. Jean-Maxime, est-ce que pour toi, la série, donc il y a How to Get Away, c'est produit par Shonda Rhimes, c'est pas créé par Shonda Rhimes. Est-ce que pour toi, on voit une différence entre ce qu'elle a créé et ce qu'elle n'a pas créé? Non. Donc il y a vraiment une patte Shondaland. Oui. Mais après, c'est des gens qui ont travaillé pour elle avant, sur d'autres séries, donc forcément, on c'est ressent... l'école Shonda Voilà, Rhimes. c'est une école, c'est devenu une école, et les autres chaînes commencent à s'y mettre aussi. Alors la première question, c'est est-ce que les séries de Shonda Rhimes se ressemblent-elles toutes? Non, moi non. Elles sont toutes dans des univers différents. Elles déjà. ont des points communs très shondiens, Rhymesiens. Très Rhymesiens. Qui ont vraiment de la spécificité de ne pas avoir justifié le fait qu'elles sont des femmes, essentiellement. En fait, c'est marrant parce que il y a eu déjà des héroïnes féminines très fortes avant Shonda, mais Shonda, elle a la particularité de ne pas avoir à expliquer pourquoi le fait qu'elles se confortent et qu'elles sont des femmes, c'est génial en permanence. En fait, c'est juste, elles sont là, elles sont fortes et puis elles sont là, quoi. C'est pas grave. Et elles sont toutes différentes les unes des autres. Tout à fait. Quand même. Complètement. Addison, c'est pas Meredith. Elles ont des parts plus ou moins noires, elles sont plus ou moins maternelles, plus ou moins infidèles, plus ou moins... Elles sont de plus en plus dark en fait. Même, ouais. C'est vrai. Viola Davis, Annalise Keating dans Murder, Ouais. elle est vraiment très sombre. Voilà. Et déjà Olivia Pope était plus sombre que les autres. Et donc pourquoi vous pensez, Jean-Maxime, pourquoi tu penses que les séries de Shonda Rhimes marchent? Parce que si on peut faire peut-être un petit point audience rapide, si elle se situe en moyenne, en tout cas là, le jeudi avec Scandal, How to Get Away et Grey's Anatomy se situe généralement entre 6 et 10 millions, Ouais, 8 en moyenne pour les séries. Avec Scandal et Grey's Anatomy largement au-dessus quand même de How to Get Away. Largement non. Au-dessus de How to Get Away. Qui est à 22h quand même, c'est plus difficile. C'est plus difficile, on est d'accord. Pourquoi, pour toi, tu penses que ça marche? Parce qu'elles sont ultra efficaces déjà. On a envie de rester à chaque page de pub parce qu'il y a toujours un rebondissement, un truc qui fait que.
Et pour l'attachement au personnage, on s'attache très vite aux héros de ces séries. Dans Grey's Anatomy, évidemment. Ça a mis peut-être plus de temps sur Murder, par exemple, mais ça prend petit à petit en saison 2. Je pense qu'on est vraiment attaché à eux alors qu'on n'était pas forcément en saison 1. C'est comme des amis en fait au bout d'un moment. C'est un peu ridicule de dire ça, mais voilà, ils font vraiment partie de notre semaine. C'est vrai que pour l'attachement au personnage, Grey's Anatomy, ça fait 12 ans, donc 11, je ne sais plus exactement. Voilà, ils font partie du quotidien de chaque saison, ça fait 11 ans qu'on les côtoie, donc là je comprends bien, mais alors après, Scandale, au bout de 4 ans, ouais, non, enfin, je suis toujours pas attaché vraiment à un personnage de la série qui me force à revenir, qui me forcerait à revenir. Et alors Murder, je me souviens quasiment aucun des noms des personnages, donc ça a été très facile pour larguer de la liste et l'oublier assez rapidement. Enfin, j'ai tenu quand même 15 épisodes, donc je mérite déjà une médaille. Mais, mais après, sinon, c'est méchant, ça, non, ouais, non, mais pourquoi t'es pas accroché à How to Get Away? Il faut s'accrocher déjà. Ouais, non, mais... Pour suivre mais comme non. ça, moi... Enfin, l'histoire me passionnait pas déjà d'origine, enfin le coup du meurtre, enfin ouais, Côté voilà. thriller, tu préfères le côté soap de Grey's Anatomy? Ouais. Moi, franchement, ce qui m'a gêné vachement dans How to Get Away et qui. Alors, du coup, c'est marrant parce que moi, j'ai pas repris la saison 2 parce que, comme on en parlait, Shonda Rhimes fait des petits et du coup, Quantico, c'est très inspiré de l'esprit How to Get Away with Murder, à la fois dans la structure des épisodes et à la fois dans les types d'héroïnes présentes. Et pour moi, il y a vraiment How to Get Away, en fait, c'est tellement structuré pour fonctionner d'une manière spécifique au niveau de la structure narrative, tout bêtement, du truc, que pour moi, ça crée une atmosphère très artificielle, en fait. Et j'arrive pas à m'attacher au personnage justement à cause de ça. Autant on peut, après les années qui sont passées, critiquer pendant 30 plombes la voix off de Meredith Grey, parce qu'il y a eu quelque part une lassitude au bout d'un moment, même si moi j'en suis revenue de cette lassitude-là. Je reconnais que non, il y a une période où je regardais Grey's Anatomy plus parce que, juste parce que ça me faisait pleurer et que je savais que si j'avais envie d'un truc bien plombant, je savais que j'avais Grey's Anatomy sous la main. Et maintenant, c'est vraiment redevenu une des séries que j'attends avec impatience. Mais ouais, pour moi, il y a How to Get Away, la structure est tellement trop fixe que du coup, tout l'intérêt de la série porte trop sur cette structure justement. Donc, finalement, c'est un peu comme Quantico. Moi, je suis peut-être moins fan aussi à cause de ça. Parce que, et l'un a remplacé l'autre dans mon visionnage juste parce que j'ai pas le temps de tout voir, mais l'un prend facilement la place de l'autre parce que c'est exactement la même façon de présenter les enjeux, de présenter les personnages, de créer de l'attachement un peu artificiellement aux personnages. Du coup, ouais, j'ai pas été très l'attachement artificiel, c'est aussi ça qui est l'essence du soap, deuxième point. C'est que voilà, est-ce que ça renouvelle les codes du soap ou est-ce que ça les utilise efficacement? Parce que le soap, on est là pour s'attacher avant tout aux personnages. Le soap, à la base, le genre principal, c'est familial. Les dynasties, les Dallas et compagnie. Ce qu'a fait Shonda Rhimes, c'est qu'elle les a adaptés dans des univers policiers, de travail, ouais, policier, médical, judiciaire, politique avec Scandal aussi. C'est ça, on va dire, le truc qui a fonctionné, je pense, qui a renouvelé le genre. Après, oui, ça devient des familles, malgré tout. Et on retrouve les mêmes rebondissements, les trahisons, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus... Parler de soap, troisième, c'est plus adapté pour moi dans le cadre de Private Practice et de Grey's Anatomy, parce qu'il y a vraiment cette ambiance justement familiale des différents héros, de la chorale de personnages. Voilà, non, c'est vrai pour Scandale aussi, j'étais en train de me dire, parce qu'il y a le côté des gladiateurs et du coup cette espèce de côté reconnaissance permanente. Mais ça marche beaucoup moins pour Murder quand même, côté ça, je trouve. Bah, disons que Murder et Scandale pour moi sont beaucoup plus focalisés sur un personnage qui est Olivia Pope pour Scandale et Annalise Keating, je vais chercher le nom de pour Murder, où en fait tout l'intérêt,
le point de focus, c'est vraiment ce personnage-là pivot entre tous les autres. On peut le dire pareil pour Grey's Anatomy, hein, mais Non, Meredith, pour moi, il a- non. Des marques Mais Meredith, c'est qu'elle canalise un truc familial parce que sa maison reçoit énormément de gens de la série, quoi. aussi. Mais c'est revenu. Oui. Depuis 2 saisons, on va Ouais, dire, elle est quand même ils revenue sont au centre. concentrés, ouais, Ouais. ouais. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait que la série est revenue. Sans doute, et le jour de la où bête. l'actrice décidera de partir, et je pense que ça n'arrivera jamais, mais Voilà. ça s'arrêtera. Ah, Ouais. c'est dire jamais, hein, Patrick Dempsey est bien parti. Oui, mais Patrick Dempsey savait qu'il allait faire autre chose après, pas elle. On parlait des audiences. Qu'est-ce que pour toi, niveau programmation, c'est une programmation de séries qui se ressemblent ou qui se complètent? Est-ce que les séries peuvent être changées de case et fonctionner? Est-ce que c'est Shonda Rhimes dépendante? On peut déplacer Grey's Anatomy et elle marchera sans doute aussi. D'ailleurs, 20h, c'était pas forcément une case facile à la base. Et elle a réussi. C'était la case maudite. C'était une case maudite, et puis même là, a priori, elle va peut-être faire mieux que Scandal d'ici quelques temps. Donc les déplacer, vaut mieux pas pour l'instant. Murder surtout. Ça va être plus compliqué de la mettre ailleurs, mais c'était une très bonne idée en tout cas, ce TGIT, de les rassembler toutes les trois ensemble. Après, ça fait du coup une semaine un peu compliquée pour la chaîne, où il y a une soirée où il y a tout qui marche vraiment, puis le reste de la semaine. Et sur la durée, est-ce que Grey's peut encore durer? Oui. Bah, La question qu'on pose tous les ans, mais Ben, chaque année on se dit ouais, 2 saisons de plus, puis finalement ça pourrait aller jusqu'à 15 là, je pense. Pas plus. les scandales? Non. Il faut arrêter. Scandale, mon gros problème avec la série, c'est le côté. Bon, c'est aussi culturel parce qu'on n'est pas. Mine de rien, on regarde beaucoup de séries américaines, mais on n'est pas américain. Et du coup, le concept de est-ce qu'il trompe sa meuf ou pas, et est-ce que c'est un scandale ou pas, justement. Clairement, en France, un président qui trompe. Qui trompe. La première dame de France, tout le monde s'en fout, quoi, globalement. Puis en plus. Non. Ouais, enfin pour les Non, ça, c'est des on en parle, fait les on gros en parle titres. on en parle de façon un peu décomplexée, Oui. c'est une espèce de blague, il y a le côté, on ridiculise un peu le président avec ça, certes, mais je veux Ah oui, dire, non, on la ne base, demande c'est pas pas ça, qu'il oui, on démissionne, est- et je veux dire, il n'y a quand même pas clairement. Aux les- États-Unis, le fait de tromper ta femme, c'est tu trompes ta femme, Ta ta patrie. famille, tu déshonores. Il y a quelque chose vraiment de. Voilà, j'en discutais avec une copine américaine, enfin française, mais qui vit aux États-Unis. Elle me disait, mais c'est fou parce que, voilà, avoir une relation adultérine aux États-Unis, c'est vraiment tuer quelqu'un à qui on ne peut plus faire confiance. Bill Clinton. Vraiment, quoi. Il y a cette espèce de notion de si tu as menti sur tes relations sexuelles, du coup, tu es capable de mentir sur tout, ce dont nous, globalement, on se fout un peu. C'est que tu Donc trahis moi- ta famille, on devrait pas. tu trahis ton pays. Ouais, du coup, c'est pour ça que Scandale, moi, je pense que j'arrive. La dernière saison avait joué sur un truc qui m'avait bien fait rigoler, que j'avais trouvé vraiment intéressant, qui était le côté quand elle se fait enlever. Ah. Bah, moi, je trouvais que c'était intéressant parce que ça mettait au centre le fait que, en fait, le président, par l'amour qu'il a pour cette nana-là, il est piégé parce que oui, c'est quelqu'un, ça a beau être le président des États-Unis et l'homme le plus fort du monde quelque part, ben, c'est aussi quelqu'un qui a des faiblesses et qui peut se faire contrôler par les autres par ces faiblesses-là. Du coup, pour moi, ça rejoignait la notion des super-héros à la télé et tout, cette espèce de notion de qu'est-ce que c'est le pouvoir et comment on l'utilise et pourquoi et qui va l'influencer. Enfin, je trouvais ça plus intéressant, là, franchement, de savoir s'ils vont finalement se mettre ensemble et si ça va être aux yeux de tous ou pas. Ouais. Mais c'est ce qui plaisait aux gens, je pense. Après, je suis d'accord avec toi, Oui. c'était peut-être plus intéressant dans le fond, mais c'est ce qui plaisait aux gens, c'est de les voir ensemble. Ils les ont remis ensemble, les audiences remontent. A priori, ouais, c'est ce que les gens attendaient maintenant. Ouais. Une fois qu'ils sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? On va pas en faire encore 3 saisons comme ça, quoi. C'est pas possible. Va falloir tuer quelqu'un déjà. Dans la prochaine épisode, ils vont se séparer. Oui, sans Comme on doute. a déjà eu sur toute la saison 5 qui sont ensemble pour l'instant, ensemble. Rapidement, Murder, est-ce que ça peut continuer? Est-ce que la saison 2 est aussi efficace que la première? Je trouve qu'elle est limite plus efficace. Le mystère de la saison est plus fort. On nous donne des plus gros morceaux à chaque épisode. Ça fait penser à Damages saison 2. Ils se sont un peu inspirés de ça. C'est vrai qu'ils osent justement faire quelque chose de fort. Mais pas tuer Viola Davis, non. Rapidement, pour conclure, quelle série copie le style Shonda Rhimes? On va parler de Quantico, est-ce que c'est vraiment une copie ou est-ce que c'est simplement une série chorale? Ça reprend un format. D'ailleurs, on a beaucoup dit que ça ressemblait à Scandal, beaucoup. Mais ça ressemble quand même beaucoup à Grey's Anatomy au final. Ouais, le côté. Enfin, Enfin, tous voilà. ensemble. Ben oui, et puis du coup, le twist de départ qui est voilà, une nana qui couche avec un mec et qui ensuite se retrouve dans le même. Au boulot ensemble. Et du coup, on Ça a reprend plus le potentiellement. concept de To Get Away que Scandale.
Le concept, oui. Au niveau temporalité, oui. Voilà. Mais on voit déjà sur les épisodes suivants, on a vraiment des gros morceaux de flash forward. C'est pas juste un petit truc qui revient régulièrement. Il y a des gros morceaux et on peut s'attacher beaucoup plus aux personnages parce qu'on leur laisse beaucoup plus la place d'exister. Ils ont déjà un petit peu évolué, on découvre plein de choses sur eux. C'est ça qui me plaît, moi, peut-être plus dans Quantico maintenant que dans ma... Moi, ce qui m'a fait rire, c'est le côté très secret story de la série, parce qu'au départ, voilà, donc on sait que potentiellement tous les personnages qui sont voilà, en train d'être formés par le voilà, au FBI ont plus ou moins des choses à cacher, des raisons d'être là particulières et tout. Et du coup, il y en a une où pour moi c'était tellement un secret de... Les jumelles. Ouais, de secret story, je me suis dit c'est drôle, j'ai l'impression qu'on est tous en train d'essayer de chercher le secret de chacun. Quelque part, les secrets sont quand même vachement... c'est vraiment des trucs, ils y sont allés très très fort, quoi. Secret Ils Story, sont allés à la ça m'inspirera pour la saison prochaine. Et on va passer à la question troll, c'est une nouvelle rubrique et c'est Laurent des Chroniques de Cliffhanger qui est là avec nous, qui revient pour cette seconde saison et qui va nous parler donc d'une tendance qui existe depuis quelques années, les super-héros. Absolument. C'est l'invasion des super-héros. En 2001, Iron Man, joué par un Robert Downey Jr., libéré de prison de la drogue et Calissa Flockhart, explose au cinéma. Grâce à des effets visuels enfin époustouflants et annonçant l'invasion des super-héroïques des années à venir, ça démarre. Bientôt rejoint par la grosse souris aux grandes oreilles, là, cette vague de super machin allait déployer son super pouvoir marketing pour nous saouler jusqu'à l'écœurement des masques, des armures, des costumes, prêts à être déclinés en produits dérivés pour vider nos poches. La télé allait-elle rester sans rien faire? Oserait-elle passer le collant moulant et la cape pour entrer dans le combat? Pas tout de suite. Les budgets pour faire voler et cracher du feu, de la glace, de manière convaincante sont encore trop élevés pour la télévision. Et la chirurgie esthétique ne compte pas comme un effet spécial. Et puis, Nolan réalise Batman et réinvente le Vigilant. Et puis Greg Berlanti lance Arrow. Les fans n'ont plus honte d'aimer les super-héros. Tom n'a plus à cacher son amour pour Tom Welling. Les filles apprécient les séances de musculation de Stephen Amell en saison 1 de Arrow. Et des femmes, maintenant héroïnes avec Melissa Benoît en Supergirl et bientôt Jessica Jones. Et Super Alix. Voilà. Et Super Alix. Vous voyez quand je vous disais que... L'invasion arrive donc à la télévision avec ses combattants valeureux comme Flash, Arrow, Daredevil, et puis ses soldats boiteux comme Constantine, Agent of S.H.I.E.L.D. et Gotham. Mais c'est pas fini. Une révolution, une nouveauté? Bah évidemment non, hein. Les séries-films ont la mémoire courte ou les disques durs pas assez conséquents. Les années 80 ont eu leur super. Après que Richard Donner ait réussi à faire voler Christopher Reeve, la télé s'est remplie de super. Et si c'était pas eux qui étaient super, c'était leur véhicule. Le héros à la mode est à la mode dans les années 80, donc on va le voir à la télé. Ottoman, ouais, il n'y en a pas qui connaissent. Hein. Magnimal, Misty of Science, avec la jeune Courtney Cox, pas encore en fait. Supercopter, L'homme qui valait 3 milliards, Lois et Clark, Tonnerre mécanique, 4000, Hulk, Smallville, etc. Malgré ses shorts moulants et son bolide rouge, McDonald ne figure pas dans cette liste évidemment. Après l'invasion des flics, après l'invasion des médecins, après l'invasion de Shonda, reste à la télé une nouvelle invasion, celle des super-héros. La seule nouveauté est l'irruption du super-vilain super-marketing, qui, à défaut de nous tuer, nous gonfle quand même vachement la glande à super-pouvoir. Espérons qu'un jour on trouve son point faible. Jean-Maxime, est-ce que tu es fan des séries de super-héros? Pas du tout. Pourquoi? Je n'aime pas le super-héros de manière générale. Ça ne m'intéresse pas, j'aime les gens normaux. T'aimes les séries sur les gens normaux Oui. qui... Auxquels je trop peux m'attacher. science-fiction? Oui, trop de science-fiction. Souvent les effets spéciaux à la télé en plus sont pas top, donc on n'y croit pas. Mais Jessica Jones m'intéresse, donc peut-être que je vais enfin en aimer. Donc c'est le traitement qui te... Oui. Si le traitement est réaliste, ça te va. Oui, voilà. Parce que pour toi, il y a trop de super-héros. En ce moment, il y en a un peu trop, mais il y a aussi beaucoup de séries policières. Enfin, il n'y en a pas plus qu'un autre genre, finalement. Je ne la regarde pas en tout cas, donc voilà, ça va. Mais après, finalement, est-ce que quand même on regarde aussi des séries, on a parlé de médicales, etc., où on a des personnages qui sont qui ont des formes qui ont les mêmes formes que le super-héros. House, c'est un super-héros. Quelque part, il est beaucoup plus malin que tout le monde. Il est... Voilà, donc les codes sont pas les mêmes, mais il y a quand même quelque chose dans le personnage extraordinaire. Limitless, un super-héros. Limitless sur des Ils personnages... peuvent tous être super-héros en soi sans être... Non, j'oppose ça à l'inverse du personnage ordinaire qu'on plonge dans une situation extraordinaire. Voilà, c'est peut-être C'est ça. toujours les mêmes problématiques au final, c'est ça qui me dérange. Ça dit toujours la même chose.
Ça parle de justice, comme le faisait Dexter, qui n'est pas un super-héros mais qui parlait de justice, en se posant la question où est la limite de la justice que lui produit. Un truc comme Arrow, comme ce qui a été la mode du Vigilante, c'est ça. Est-ce que ces personnages-là ont raison de faire la justice, jusqu'à quel point ils peuvent la faire? On a vu que dans la première saison d'Arrow, ils tuaient des gens et qu'à un moment ils basculent à partir de la deuxième saison à ne plus tuer des gens. Alors ouais, souvent ils sont gentils, enfin voilà, on prend un héros comme Flash, c'est un gentil. Pour toi, ça sera kitsch dans 20 ans, les séries de super-héros d'aujourd'hui? Parce qu'on aura le même regard qu'on a maintenant sur les séries des années 80. Oui, sans doute. Je sais pas ce qu'on fera d'ici là, mais les effets spéciaux seront encore meilleurs. Oui, ce sera bizarre. Et d'ailleurs, là on parle de Flash qui est plutôt bien fait, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bien faites, comme Agents of S.H.I.E.L.D. Je regarde pas vraiment, de ce que j'en ai vu, les fonds verts, etc. se voient beaucoup. Donc oui. Ça gêne pas les fans de Once Upon a Time? Non, mais ça devrait. Enfin, moi qui ai regardé un petit peu au début, ça me dérangeait un peu quand même. Ça coupe On se laisse pas embarquer dans un univers comme ça. Après, c'est vrai que c'est des problèmes de budget. Là, on a évoqué le pilote de Supergirl, qui est, moi je trouve, plutôt réussi, dans un style très comics, puisque ça reste un truc où on met beaucoup d'argent sur un pilote, que de tenir un truc sur sur une saison. C'est ce qui était arrivé à Agents of S.H.I.E.L.D. Moi j'aime pas, je suis méchant, j'ai pas regardé la saison 2, mais je n'aime pas Agents of S.H.I.E.L.D. parce que il n'y a pas de super-héros et ils sont partis dans un truc tout au début où vous allez voir, on va voir du super-héros, vous allez voir, on va voir du super-héros, premier moment, on va voir du super-héros, premier, on va voir, puis non. Il fallait qu'ils partent sur autre chose, à partir du moment où, là en saison 2, ils se tournent vers les Inhumains, vers des choses très différentes. Voilà, mais c'est un peu, après le casting. Bon. Mais est-ce que c'est un genre finalement qui est juste pour le cinéma et pas pour la télé? Au contraire, je crois que ça... Je sais pas répondre à ça. Je regarde pas assez. Tu regardes pas non plus les films? Si Shonda Rhimes fait une série de super-héros, tu vas regarder? Oui, par curiosité, mais je crois qu'elle n'y arrivera pas. Mais pourquoi Smallville a réussi à dire un bison? Parce qu'il ne volait pas. Enfin, c'est un truc où les pouvoirs de Smallville de Clark étaient très légers dans Smallville, et donc ça. Et finalement, on retombe sur des intrigues un peu amoureuses. C'est déjà le cas. Ça a fonctionné parce que ils ont fait des héros moins lisses et moins super. Enfin, des héros plus. Voilà. Moins portés par le genre super-héros. Mais je pense que c'était bonne série, et ce que fait Berlanti reste de la série, c'est-à-dire que c'est un côté très... Voilà, oui, il y a des intrigues qui durent avec des méchants, enfin... Il y a un côté kitsch que je trouve assumé, moi, dans les séries que fait la CW. Je suis très impatient de voir ce que va faire Jessica Jones, parce que mais les séries Netflix, il y a un côté, on produit tout d'un coup, donc il y a aussi des problèmes de coûts qui se gèrent moins. On va voir la suite, mais moi je pense qu'Arrow est plutôt bien. J'aimerais bien qu'il se renouvelle un peu parce que ça traîne un peu. Après, c'est un ersatz de Batman. Ça reste. Jean-Maxime, qu'est-ce qui pourrait te faire aimer une série de super-héros? Probablement rien. Rien du tout? Non. Rien. Le genre allergique. Ouais, vraiment. Total. Vraiment. Ça m'ennuie très vite en fait. Je peux regarder un peu, mais ça m'ennuie très vite. Est-ce que pour toi c'est une tendance qui. Enfin, c'est une vraie tendance? C'est une tendance et en même temps ça marche pas. C'est assez étrange. Ça marche sur la CW, mais bon voilà. Mais ça marche pas ailleurs. Donc ça va pas durer, non. Et puis en plus au cinéma ça va continuer. Il va y avoir un Flash au cinéma d'ailleurs. Je suis curieux de voir quand même. Marvel a dit je mélange mes séries, mes films. Donc on a l'agent Coulson, on a des croisements. Dans le trailer de Jessica Jones, au fond, il y a l'immeuble des Avengers. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. DC pour l'instant a dit je ne mélange pas ma télé et mon cinéma. Il y a un Flash à la télévision, il y aura un Flash qui n'est ni le même acteur ni le même univers que celui des. Autant il mélange la série télé, autant il ne mélange pas du tout le cinéma et la télé. Moi je trouve ça bien parce qu'ils ont choisi une réalisation au cinéma, un style cinématographique très particulier qui marque et un style de télé très différent. Donc, une sitcom sur les super-héros? Une comédie? Bah, il y en a déjà eu qui étaient pas top, mais pourquoi pas? Ça s'appelait Espèce de famille, c'est ça, non? Ordinary Family. C'était pas vraiment une comédie. C'était drôle, mais léger. Ça, même. Il y a des comédies décalées un peu? Des projets de Marvel, je crois, sur les bureaux, des super-héros, ça peut être sympa. Où il n'y a pas de super-héros en fait. Bon, après, c'est compliqué pour les chaînes. Il y avait l'effet Abrams à une époque où, pour une chaîne, avoir une série Marvel, c'est extrêmement. Même si elle n'est pas bonne, même si elle fait.
j'ai ouï dire, tu vas me confirmer ça, que les audiences d'Agent of Shield, n'importe quelle série, telles audiences, en une saison et demie, c'était plié. La marque Marvel fait qu'une chaîne ne peut pas lâcher, et puis Marvel fait qu'ils ne peuvent pas lâcher une saison en plein milieu, ils ne peuvent pas arrêter directement une série comme ça, donc voilà, elle évolue, alors en plus elle est connectée au... Ce que je voulais dire, c'est que les films aident aussi. Bah oui, parce que... la saison 2, il y a eu Avengers 2 qui a joué... Qui a joué, et même au cours de la saison 1, il y a eu une bascule importante avec le Captain America 2. Donc le lien avec Abrams, c'est qu'à un moment, ça faisait bien pour une chaîne d'avoir une série de J.J. Abrams sur son truc. Même si elle ne marchait pas, même si elle n'était pas bonne, même si... Donc c'est compliqué pour eux d'arrêter les saisons comme ça. Bah, merci Laurent. Bah non, rien, plaisir. Merci Jean-Maxime d'avoir été à notre compagnie. Merci Elodie. Merci Thomas. Je te laisse dire au revoir. Et ben merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour nos prochaines émissions. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de la série. C'est donc le 4. On peut y arriver. Si on va t'entendre, on sera à l'épisode 5. Et pour la première rubrique, ça sera Oui, je savais pas si t'allais prendre. Et on a du mal avec cette formule.